dans le bus, on nous a entassés comme des poissons salés. Ils se sont assis sur nous. Il y a un véhicule qui nous suivait, une Vitara bleue. À l'intérieur, un officier, je ne sais pas si de l'armée ou de police, il avait une tenue bleue. Le bus s'est arrêté. Les militaires sont sortis. Ils lui ont dit ceci: si tu es colonel, fais attention, parce que la guerre cherche des braves. Donc si ton fils est à l'intérieur, ce n'est pas notre problème. Si tu nous suis encore, on va te tuer. Le colonel a pleuré et on l'avait laissé là. Nous avons continué jusqu'à arriver au palais présidentiel qui se trouve au plateau. Un groupe de militaires arrive vers la grille dans la salle où on était. Ils nous ont dit: alors vous les ninjas, vous avez tué nos sœurs à Bilolo, à l'académie, vous êtes arrivés même jusqu'en Combo, vous avez brûlé les maisons là-bas. Aujourd'hui, on va tous vous tuer. L'un parmi eux a pointé le PA qu'il avait dans la pièce, dans la salle où on était. On a paniqué. Les autres ont dit: non, il ne peut pas tirer, comme les chefs ne sont pas là, il ne peut pas tirer. Il est parti. Vous étiez au moins combien dans cette salle? Cinquantaine. Mais il faut faire un effort quand même. Pour que votre version ait un peu de crédit, il faut que vous nous donniez quand même quelques noms. Je vous ai dit. Il faut que vous nous donniez... Monsieur le Président. Attendez. Silence dans la salle. Silence. Pour que nous disions, pour que votre récit, à la fois pathétique et émouvant, ait un peu de crédit, il faut que vous nous donniez quand même... Et de la cinquantaine que vous êtes, et que vous étiez dans cette salle, il n'y a que vous le seul rescapé. Non. Bon, qui d'autre de la cinquantaine est rescapé? La radio des droits de l'homme, Regard sur les médias. Vous suivez Regard sur les médias, Radio France Internationale, RFI. Si les relations ne sont pas toujours bonnes depuis quelques années entre le Congo et la France, c'est notamment depuis l'arrestation il y a 5 ans de 2 figures de l'opposition, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi-Salissa. Depuis 2 ans, le ministre français Jean-Yves Le Drian vous demande de faire un geste à leur égard. Qu'est-ce que vous avez répondu sur ce point cette semaine aux autorités françaises? Les autorités françaises ne nous ont pas posé ce problème. Sans doute parce que savent-elles que c'est un problème qui n'a plus aucun intérêt. Parce que, comme en France, il y a des hommes politiques qui font l'objet de poursuites. Il y a des candidats à la présidentielle qui font l'objet de poursuites, qui sont jugés, qui sont condamnés. Et ça n'a jamais été pris pour des procès politiques. Bien entendu, nos compatriotes ont été poursuivis, condamnés. Bien entendu, le rêve de tout le monde est de voir ces patriotes en liberté. Parce que la liberté, c'est la règle. La détention, c'est l'exception. Bien entendu, on arrivera certainement un jour à ce que nos compatriotes recouvrent leur liberté. Mais pensez-vous que c'est à coup de chants de sirène, à coup d'agitation internationale? Non. Le Congo a une expérience des compatriotes qui ont été jugés, condamnés et qui ont bénéficié des dispositions bienveillantes de l'amnistie du peuple. Nous pensons que ceux-là aussi, à défaut de les laisser à purger leur peine jusqu'au bout, bénéficieront, le moment venu, lorsque le peuple, au nom duquel est rendue la décision de justice, lorsque le peuple trouvera que le temps est arrivé pour faire bénéficier des dispositions bienveillantes de l'amnistie à ses compatriotes, le peuple agira en conséquence par le biais de ses représentants qui sont élus au suffrage universel. Mokoko et Okombi-Salissa sont en prison depuis 5 ans. Comme ils ont été condamnés à 20 ans de prison, ils risquent de rester en prison jusqu'en 2036. Quand on vous écoute, ils sortiront avant, c'est ça? Mais le peuple déterminera le moment auquel il pourra leur faire bénéficier des dispositions bienveillantes d'amnistie. C'est possible, il n'y a aucun mal à cela. Nous avons eu paix à son âme le Premier ministre Bernard Kolela qui avait été jugé par contumace, condamné, mais qui est bien rentré dans son... Clément Miyerassa, bonjour. Bonjour. Le Premier ministre annonce que le déblocage de la 2e tranche de financement du FMI pour votre pays est en bonne voie. Est-ce que vous vous en réjouissez?
On ne peut pas s'en réjouir parce que le Congo va mal, très mal. Le gouvernement a signé un programme avec le Fonds monétaire le 11 juillet 2019 et c'est curieux, 6 mois après, ils n'ont pas pu respecter les engagements qui ont été pris et depuis 2019 jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule tranche qui a été débloquée. Le FMI reproche à votre pays d'être trop endetté, mais justement, la dette est en train de baisser, dit le Premier ministre. Elle est passée en dessous des 100% du PIB. Ça nous fait sourire parce qu'en 2010, le Congo a atteint le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés qui avait permis de ramener cette dette à près de 25% du produit intérieur brut. Et ça avait ouvert la voie à de très belles perspectives du développement du Congo. Et les Congolais ont été surpris en dépit de l'embellie financière qui a permis à ce pays pendant près de 10 ans d'engranger près de 30 000 milliards de francs CFA, de se retrouver avec une dette abyssale qui ne s'explique pas du tout. Et lorsque le Premier ministre dit que ça baisse, mais il faut reconnaître déjà qu'elle est supérieure à la norme communautaire qui est de 70%. Et ensuite, elle est véritablement énorme et les Congolais n'en comprennent véritablement pas l'origine. C'est un véritable problème qui a plongé le pays dans cette crise que nous connaissons et que nous vivons actuellement. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Maximo Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. Dans le cadre de l'évocation du procès du Beach, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, évoquent le procès du Beach, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venus les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, évoquent le procès du Beach. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Tiassé. Bonjour et bonsoir. Nous passons à la 10e partie du procès du Beach. Et cette 10e partie concerne le témoignage à la cour d'un rescapé qui n'a eu la vue sauve qu'avec la complicité d'un capitaine qui les avait fait sortir de là. Je pense que je vous avais fait état de cette histoire, mais racontée cette fois-ci par le collectif des officiers et sous-officiers qui étaient chargés de l'exécution. Alors ce garçon avait perdu son frère et lui, il a eu donc la vie sauve. Ce procès donc a été minutieusement préparé pour ne pas éclabousser son commanditaire, c'est-à-dire Sassou Nguesso. Il faut
le suivre attentivement pour comprendre la véritable nature de ce pouvoir. Alors, un régime politique ne poursuivra jamais un crime organisé ou perpétré par lui-même. C'est pourquoi dans l'affaire du Beach, que vous suivez à travers le procès de juillet à août 2005, que nous vous présentons d'ailleurs depuis plusieurs semaines par le canal de FRTDH, les preuves sont faites de la nature du régime de Denis Sassou Nguesso, qui, avec son plan dit Mouebara, a instauré une double politique, celle de l'apartheid et celle de l'extermination d'une partie de la population congolaise. Les gens auraient pu tirer la leçon de l'affaire du Beach d'ailleurs, mais hélas, certains détraqués, fous ou folles, s'obstinent à faire de la désinformation, à jouer le jeu du pouvoir médiocre de Sassou. Avant de suivre donc le procès du Beach qui illustre le plan Mouebara, comme je l'ai dit, plan de l'extermination des Congos, plan de l'apartheid, je me permets d'évoquer certains faits. Ce pouvoir violent qui intimide et brutalise est soutenu par certains qui se font passer pour des opposants, mais en fin de compte, ils sont démasqués et finissent par être humiliés. Et demain d'ailleurs, ils paieront au prix fort leur trahison et leur complicité à un pouvoir qui ne gouverne que par le mensonge, les menaces, la violence et surtout la violation permanente du principe fondamental qui est celui, le droit à la vie et le droit à l'égalité, donc la non-discrimination. C'est pourquoi nos publications d'ailleurs pédagogiques gênent le pouvoir qui n'ose pas nier les faits et même nous répondre. Le régime de Sassou, avec son impuissant réseau, passe par certains traîtres, certains imbéciles, pour détourner de nombreuses personnes de nos programmes, par des fake news. Ces mensonges avérés ne passent plus, car nous sommes suivis et appréciés dans notre démarche, tendant à éduquer, à faire la pédagogie, pour entraîner la nouvelle génération qu'on est en train d'abrutir. Donc la nouvelle future équipe de demain à prendre avec assurance le témoin afin de continuer le parcours et gagner la bataille contre la pauvreté et pour donc le développement dans une république fédérale qui respectera et appliquera les notions même de notre devise, unité, travail, progrès. C'est le sens que nous donnons à notre vie, à notre action politico-sociale et aussi culturelle, pour ainsi dire, donc au respect des droits de l'homme. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui depuis des années? La discrimination est devenue le choix délibéré de la gouvernance au Congo. C'est donc la politique de l'apartheid qu'on ne saurait nier. Et tout le monde doit la dénoncer et la combattre. Oui, la discrimination raciale désigne toutes les formes de distinction effectuées sur la base de l'origine, de l'appartenance réelle ou supposée d'une personne à une ethnie, à une nation, à une région ou à une race déterminée, donc une tribu déterminée. La discrimination raciale contrevient bien sûr au principe fondamental de l'égalité juridique des hommes. Aujourd'hui, là, on constate dans tous les leviers du pouvoir la discrimination ethnique et régionale. Elle est présente dans la société congolaise. Elle est devenue ce que nous appelons aujourd'hui l'oyocratie. L'oyocratie, c'est la politique de discrimination ethnique et régionale. C'est la définition qu'on peut donner au terme l'oyocratie. Et d'ailleurs, on doit se battre pour mettre ça dans le dictionnaire.
C'est sur le fondement de cette politique négative que les nordistes d'Oyo perpétuent les mauvais traitements, les actes de torture, les empoisonnements, les emprisonnements, les procès inéquitables et les exécutions extrajudiciaires. C'est une politique bien définie par Sassou dans son programme et plan délibéré d'extermination qu'une partie de la population congolaise se conjugue souvent à d'autres formes de discrimination liées aux avantages accordés à une infime partie de la population par des recrutements dans l'administration, les entreprises publiques ou privées ou dans la force publique. Cette feuille de route de Sassou Nguesso est bien connue. Il est en train de la dérouler. Les recrutements à l'école préparatoire militaire depuis 5 ans en sont une illustration. 90% des élèves viennent des parents de la cuvette et assimilés. Le pouvoir, comme d'ailleurs je vous le montre, de la dernière promotion, et d'ailleurs aujourd'hui, les réseaux sociaux s'en font un large écho. Ndwenga, le griot de la nation, chante et pleure son pays, le Congo. Mokaeke, Mokaeke, Mokae baby, Moka Nabiso, Mokae Kufi, Moka Congo, Kalinga Tomanyola, Moka Congo, Moka Nabiso, Moka Malamu, Natango Yakala, Yekomi Gitelengano, Leloyo, Babomi Moka. Babomingoka, Babomi. Devise ya mboka, devise kitoko, tobwaki na fulu, soni ya bouye. L'unité, travail, progrès, tout mon kangote, c'est namaloba, oyo Alors, là, le pouvoir autocratique de Sassou n'arrête pas de procéder également aux violations de domicile et agressions. Les menaces proférées contre Paulin Makaya, qui est assigné à résidence, à qui on a administré déjà 2 reprises de poison, comme je l'ai été moi-même en étant au Congo entre 2012 et 2013. C'est sûr que Paulin Makaya, qui a été arrêté abusivement, ça a été un prisonnier d'opinion, un prisonnier politique. Et le pouvoir qu'il a libéré aurait pu également l'indemniser pour justement une arrestation arbitraire, une violation de ses droits. D'ailleurs, je vous signale que Paulin Makaya, Maître Amédée Ganga et moi-même avions été menacés, subi des violences entre 2015 et 2016. Paulin Makaya a été à la suite arrêté d'ailleurs en novembre 2015 pour l'empêcher de prendre part au débat politique et au scrutin qui était prévu en mars 2016. Il a donc été détenu et jugé pour des faits ne tenant pas la route, comme je l'ai dit. Il a purgé 3 ans de prison d'une façon arbitraire. Maître Bernard Amédée Ganga a été également menacé. Lui, il a quitté le Congo en février 2016, après avoir déposé d'ailleurs une plainte contre Sassou dans l'affaire Nsuru, et donc l'affaire des explosions de Mpila.
le 4 mars 2012, dont nous devrions d'abord commémorer les 10 ans en 2022. Maître Amédée Ganga a été le premier à déposer sur le sol congolais une plainte contre les violations des droits de l'homme de Sassou Nguesso. Les menaces du pouvoir de Sassou sont connues. Je vous signale qu'après les 2 empoisonnements avérés qui m'ont laissé des séquelles graves, telles que l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance respiratoire, même si le pouvoir tente de le nier, avec un de ses délégués, le curé Ferrer, connu dans les réseaux sociaux pour être un habitué à prendre ce qui constitue un danger pour notre santé, c'est-à-dire ce qui est habitué à prendre de l'alcool ou l'alcool fort ou la cigarette trafiquée. Bon, j'ouvre une parenthèse, il ne faut pas confondre le curé Ferrer, qui est le servant de messe, au sens du mot que je viens d'utiliser. Je vous présente l'image aujourd'hui d'un jeune agent utilisé par la DGST pour faire la reconnaissance au siège de FRTDH afin de procéder au sabotage du matériel. Regardez vous-même. Nous avons été menacés sur place. Le combat, nous ne l'avons pas commencé à l'extérieur, non. Avant la conférence nationale, nous avons engagé le combat. Après la conférence nationale, nous continuons notre combat pour faire respecter et appliquer les droits de l'homme. Voyez donc cette image, elle ne date pas d'aujourd'hui. Donc les menaces, nous les recevons depuis même le pays. Un jeune homme âgé d'environ une vingtaine d'années s'est introduit dans l'immeuble abritant le Centre panafricain des droits de l'homme aux environs de 17 heures. Après avoir très vite escaladé le mur, ce dernier est monté au 5e étage pour se retrouver dans la salle des émetteurs de Forum Radio-Télévision des droits de l'homme pour des raisons que nous ignorons. S'agit-il d'un voleur ou d'une tentative de sabotage? Il a été vite maîtrisé par les agents de service et a dit qu'il habiterait le quartier Ngamakoso. Suivant le témoignage de Maître Blanchard, patron de la cafétéria située dans l'immeuble. Oui, je me présente, Monsieur Bemba Blanchard, le responsable de cafétéria Forum. Pendant que je prenais le jus avec une cliente qui est arrivée, et subitement j'ai suivi le bruit là dehors. Il y avait plein d'enfants. Je vais vers les vitres et regardez, j'ai vu un brin de fou. On me fait signe que non, il y a un bandit qui a escaladé le mur. Et on a réveillé le maître Chasseri Dormain. Il est arrivé, donc le maître, en tant que responsable de Radio Forum, a pris la décision de l'amener à la gendarmerie. Donc voilà, je suis pris en pleine journée, 16 heures, un bandit, un brigand vient escalader le mur de Radio Forum. Bon, je ne sais pas ses ambitions, ce n'est que... Et il est arrivé jusqu'aux machines, aux émetteurs, en 5e étage, on l'a poursuivi là-bas, et la sécurité a pu l'attraper et le ramener vers le bas, l'attacher, et puis le réveiller, Maître est venu, il a donné, non, ne faites pas de mal, et amené dans la gendarmerie. Donc voilà l'événement de cet après-midi. Et que quelqu'un vienne nous contredire pour nous confondre, non, c'est malheureux. C'est le même procédé que nous signale d'ailleurs Destin Gavé,
un des soutiens à la campagne présidentielle de Brice Parfait Kolela, qui est aujourd'hui menacé. Il a été victime d'une agression le 2 septembre dernier, c'est-à-dire qu'il y a quelques jours. Nous sommes aujourd'hui le 4 septembre, mais le 2 septembre, à son domicile privé, des individus sont rentrés par effraction. Cet individu plutôt s'est mis à tout saccager, à casser. Donc c'est le même procédé. Il s'agit d'actes ignobles et barbares. Et nous, heureusement, il y avait des gens qui étaient vigilants, qui avaient vu à l'étage ce voyou que je vous montre. Elle fait fondre les graisses, tomber les kilos. Forum. 0% de matière grasse, 100% tube. Forum FM 105.8. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi j'aime. Flashback. Forum FM 105.8. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est génie. Nous avions déposé une plainte. Nous l'avons amenée au commissariat. Et vous savez, plutôt à la gendarmerie. La gendarmerie nationale nous dit, voilà, que non, c'est un fou, il vient de Ngamakoso, tout ça. Mais comment quelqu'un qui vient de Ngamakoso, il vient à Bakongo, monter jusqu'au 6e étage, et il est passé par des voies, bon, vous avez suivi les images. Hein? Donc, heureusement que ceux de la cafétéria étaient vigilants, vous pouvez le suivre. Donc, pour revenir à Gavé, Destin, il se porte bien, ainsi que sa famille. Donc, nous indiquons que les procédés de Sassou ne s'arrêteront jamais si le peuple ne se révolte pas, ne le fait pas tomber. Aujourd'hui, il veut nous présenter son énergumène, son ignare, son imbécile de fils, son voleur, à toutes les forces négatives qui veulent nous déstabiliser par ce genre de pratique. Nous leur disons que cela nous réconforte encore et nous permet de suivre la trajectoire que nous sommes tracés, comme le confirme d'ailleurs le vaillant Destin Gavé. Alors, pour cela, il n'y a plus de doute ni d'autres démonstrations à faire en dehors de toute diffusion en ligne du forum. Parce que le pouvoir de Sassou est un pouvoir criminel, sanguinaire. Nos diffusions sont souvent reprises et vérifiées par d'autres canaux sur le net. Même si nombreux n'ont pas l'honnêteté de nous citer. Bref, nous avons été les premiers à vous parler du plan Mouebara et à en diffuser le texte. Même Ntoumi, le pasteur Ntoumi, que l'on considère comme complice de Sassou, on a parlé dans son livre publié par les éditions ICS en 2013 ou 2014. En tout cas, notre mission, comme nous le disait Maître Moudiri Masengo, c'est de faire de la pédagogie, de mettre à la portée des Congolais les outils pour leur formation et la connaissance pour mieux aborder des questions politiques, sociales, économiques et culturelles dans notre pays. En effet, il y a trop de charlatans, de fous ou folles habillés qui veulent déformer notre message en nous rendant inaudibles par les propos inventés, propos haineux sortis de leur bouche qui puent le mensonge. Ces hommes comme ces femmes sont connus et on peut peut-être dire des histoires sur eux. Même si aujourd'hui, ils inventent, ils détournent l'attention des Congolais sur des bobards. Aujourd'hui, les Congolais ont été ridiculisés par le calcul politicien de Sassou, qui a fait croire que sa femme était mourante. Ce qui est grave d'ailleurs. Je pense que pour nous qui réfléchissons, nous avons
nous pensons que Madame Sassou a été lâchée par son mari. Parce que elle avait toujours été en opposition sur certains points à son mari, surtout qui veut installer au pouvoir un imbécile, un voleur. Bon, la radio-télévision du Forum et le Centre panafricain des droits de l'homme, qui l'abrite à la rue Berlioz, Poussima Seke, et le prolongement de l'avenue Matsuwa, ne suscitent que des envies, des spéculations. C'est pour cela qu'on est sali, on raconte beaucoup de choses. Alors je ne vais pas citer tout ce monde-là, mais je vous demande de faire attention. En effet, ce bâtiment de 6 étages, construit sans appui du pouvoir et qui trône au cœur de Bakongo, à l'extrémité de la piste d'envol du premier aéroport de Brazzaville, c'est-à-dire ce qu'on appelait le Café d'Atankewa, suscite beaucoup d'envie et donne des insomnies aux haineux et méchants qui inventent des choses sur nous. Nous n'allons pas tout le temps nous défendre ni justifier sur cet édifice pensé et conçu depuis Genève en 1990, avant d'ailleurs les conférences nationales dans les différents pays d'Africains. C'est un projet qu'on avait de la Task Force des droits de l'homme à Genève, qui est composée de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, dont le CIRAC que je préside, dont je suis le fondateur. Ce n'est pas des gens qui ont usurpé, qui ont voulu créer un autre CIRAC, mais bon, tout juste pour nous étouffer, parce qu'on était absents de la place de Genève, étant donné que nous étions appelés à assumer des fonctions nationales en matière des droits de l'homme. La génération donc d'aujourd'hui doit faire attention à ceux qui les ont précédés, leurs papas, leurs grands frères, leurs grands-parents, qui ont été certainement pour la plupart défaillants ou complaisants au système dictatorial et qui sont aujourd'hui des médisants ou haineux à l'endroit de ceux qui ont fait quelque chose pour l'intérêt général et qui se battent pour une véritable démocratie. À chaque fois, nous apportons une information avec des preuves sur la réalité du pouvoir. Surgit toujours un renardeau qui sort de son éboulis ou de son éboulis pour venir répondre du mensonge afin de nous rendre inaudibles. Peine perdue. Ils sont vite chassés par des gens plus intelligents qu'on redoute et qui tiennent aussi la plume ou utilisent leur voix pour véhiculer des véritables messages. Avec les réseaux sociaux, tout le monde se trouve au même pied d'égalité parce que chacun peut librement exprimer ses opinions, même si elles sont fausses, décousues et surtout voguant dans la mer de la désinformation. Ces petits renardeaux au service du renard Sassou, devenus moribonds, ah oui, tout le monde le sait, et ne peuvent pas apporter la moindre preuve de leurs allégations mensongères contre certaines personnes, notamment moi qui vous parle. Ces fake news, le terme moderne d'ailleurs de la désinformation, n'atteignent pas les plus outillés, ceux qui sont déterminés à faire tomber, à faire partir Sassou Nguesso, par tous les moyens. En fin de compte, l'opinion qui tente de tromper n'a jamais reçu la moindre preuve matérielle de leurs allégations depuis 5 ans qui se sont déchaînés contre moi. Aujourd'hui, un roitelet, un agent du service de l'oyocratie est monté sur son cheval pour livrer tout seul une bataille contre une légion de gens avertis. Il a reçu des coups de semonce. Dans son incapacité à répondre, il cherche en catimini à solliciter une réconciliation. Mais une réconciliation avec qui? Oui, mais les Ndouenga sont des sages. Ils ont compris
D'eux-mêmes, ils ont compris, parce que d'abord, ce sont des gens qui connaissent l'importance du travail que nous avons fait, de la diffusion du message pédagogique. Nduenga Bakana, par exemple, lui a demandé de se confesser. Et en effet, les faits sont têtus. La vérité ne peut rester longtemps dans l'ombre. Donc les différents Nduenga, fils ou filles du Congo, connaissent bien l'histoire et ils réagissent. Je suis donc très heureux de constater qu'il y a encore de nombreux jeunes reconnaissants et déterminés pour édifier la génération future, au lieu de se cramponner toujours sur la bêtise, la désinformation, le pouvoir de Tchambicho, le pouvoir de Yo, le pouvoir d'Ongoni. Contrairement à ceux qui se cachent dans les habits rouges des Nkampa, des hommes de Ongoni, Tchambicho ou autres, dans la région de l'obscurantisme et des partisans de la médiocratie et l'apartheid. Depuis que nous avons commencé la rediffusion du procès du Beach, vous êtes nombreux à nous suivre. Il y a aussi tous ceux qui veulent nous discréditer en proférant des injures et des propos haineux. Alors, ne suivez pas ces fous pions de mensonges. Leurs commanditaires au pouvoir sont aux abois. Nous le savons. Nous n'avons jamais eu peur des menaces, ni de tous ceux qui roulent pour le pouvoir. Nous disons à tous ceux qui jouent le jeu du pouvoir discriminatoire et criminel de Yo que leurs valets et sbires seront vaincus. Ceux qui sont au service du pouvoir de Sassou et qui ont reçu la mission de porter atteinte à notre intégrité physique et morale ne désarment pas. Malgré l'échec de plusieurs campagnes de dénigrement, y compris celui de l'affaire des Matswanis, qui n'a jamais existé, sinon les noms, qu'on nous donne les noms des victimes. Et les parents plaignants n'ont qu'à se manifester et ils n'ont qu'à nous traîner à la justice. Ce sont des plaisantins, tous des fous, ravaillacs, pour justifier les bêtises et les crimes commis au Congo. Ils se sauvent des prétendus griots de poule pour nous réduire au silence. Mais comment une affaire, soi-disant qui s'est déroulée en 1998-99, pratiquement en même temps que l'affaire que nous suivons, l'affaire du Beach, on la révèle qu'en 2016, parce que j'étais un des soutiens du général Mokoko. Et parce que j'ai refusé les propositions de Sassou Nguesso, les offres de Sassou Nguesso pour le soutenir. Et aujourd'hui, on voit, il y a des esprits faibles. On comprend bien certains juristes, comme Kouliné Makosso, il a pris la défense d'un pouvoir tortionnaire, pouvoir criminel. Vous avez suivi sa communication dépourvue, qui respecte la feuille de route de son maître Sassou, qui minimise les souffrances des Congolais, la portée de la violence politique au Congo, les arrestations arbitraires, le crime de génocide, et préfère parler d'ailleurs du génocide de l'émotion, puisqu'il a fait une publication sur ça. Le premier des ministres congolais est là pour mettre en orbite l'un des plus grands voleurs du Congo, par des théories à l'emporte-pièce. Écoutez-le d'ailleurs. Il répond aux questions de Christophe Babouvier de RFI, Radio France Internationale. La radio des droits de l'homme, regard sur les médias. Vous suivez Regard sur les médias, Radio France Internationale, RFI. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Christophe Babouvier. Votre pays a besoin de liquidités, mais le FMI refuse toujours de débloquer la deuxième tranche de financement qui avait été prévue il y a 2 ans, parce que vous êtes trop lourdement endetté auprès de la Chine et des traders pétroliers. Qu'est-ce que peut faire la France pour vous aider au moment où vous terminez ce séjour à Paris ? Il faut déjà dire qu'il ne s'agit pas d'un refus catégorique du Fonds monétaire international. Cela a été ralenti par un certain nombre
nombre de préalables qui sont en train d'être remplis en ce moment. Et ces préalables ont fait l'objet d'importantes réformes engagées dans notre pays, des efforts qui ont été reconnus par la mission du FMI qui a fait une consultation virtuelle dans le pays sur un certain nombre de mesures qui avaient été exigées et qui sont en train d'être exécutées. Et nous sommes justement venus en France pour obtenir davantage l'appui et l'aide de la France dans le plaidoyer que nous sommes en train de mener. Et justement, qu'est-ce que la France peut faire? La France s'engage à accompagner le plaidoyer du Congo et à faire percevoir, parce que comme vous le savez, la France est administrateur du Fonds monétaire international. Sa voix est quand même assez déterminante dans la poursuite des négociations, mais aussi lorsque le dossier sera présenté devant la table du conseil d'administration. La France est engagée justement à relayer le message d'espoir de la République du Congo. Les relations n'ont pas été très bonnes ces dernières années entre Brazzaville et Paris. Est-ce que ça s'améliore? Les relations que vous décrivez n'avoir pas été bonnes entre la France et le Congo depuis un moment nous renvoient à ce qu'avaient connu l'Occident et les États-Unis dans les années 40. En fait, c'est à cela qu'il faut résumer la situation. Vous savez, dans les années 40, l'Occident qui était habitué à l'unicité de mandats aux États-Unis a été un peu surpris de voir Roosevelt multiplier les mandats, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et la conception démocratique de la France était incompatible à cette approche. Et c'est bien après, quand on a vu les crises auxquelles devait faire face Roosevelt, qu'on a fini par se rendre compte que c'était nécessaire, heureusement, qu'on l'avait encore à ce moment. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Congo. La France a peut-être très mal compris la volonté populaire d'obtenir la prorogation du mandat du président Denis Sassou Nguesso, ne l'avait pas compris. La conception démocratique de l'Occident trouvait cela incompatible avec ce qu'ils appelaient les valeurs démocratiques. Mais je pense que quand on tient compte du contexte international, marqué par 5 crises au total, la crise sanitaire, la crise économique financière, la crise morale, la crise politique, la crise sécuritaire, on voit comment ça se passe au niveau de la sous-région d'Afrique centrale. Je pense que la France a fini par se rendre compte qu'heureusement qu'on a encore cet élément stabilisateur de la sous-région qui est devenu Sassou Nguesso en ces temps-ci. Alors, sur le fond de votre dette, il y a un vrai problème. C'est, comme le dit Brice Makosso, de publier ce que vous payez. Le Congo dépense la moitié de ses revenus pour payer ses dettes. C'est une charge terrible. Et c'est pour ça que le FMI ne débloque pas sa deuxième tranche. Qu'est-ce que vous allez faire? Savez-vous que plusieurs pays de l'Europe, par exemple, sont super endettés? La France, par exemple, est à plus de 123% de dette du PIB. Nous sommes super endettés. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire, nous sommes à 91%. Donc, des efforts sont en train d'être déployés pour que nous puissions atteindre la norme CEMAC qui est de 70%, sinon moins. Oui, mais vous êtes très endetté, notamment auprès de la Chine et auprès de traders pétroliers comme Glencore et Trafigura. Et finalement, vous êtes dépendant de leur bonne volonté. S'ils ne veulent pas rééchelonner votre dette, qu'est-ce que vous allez faire? Cette dette dont vous parlez vis-à-vis de la Chine est en pleine restructuration. Nous avons bénéficié d'une première restructuration et les deux chefs d'État se sont accordés pour aller vers une seconde restructuration. Avec les traders, les négociations se poursuivent et la France a promis justement nous accompagner dans la suite de ces négociations. On en a déjà obtenu quelques résultats avec 2 d'entre eux. Il reste 1. Les négociations se poursuivent. La France vous accompagne dans la négociation avec ces 3 traders, c'est ça? En tenant compte du fait qu'il s'agit des investisseurs privés, il s'agit des partenaires privés, la difficulté y est, mais au moins nous avons un langage commun que nous n'avions pas il y a quelque temps. Hier, on nous laissait aller négocier tout seul, sachant que c'était difficile. Aujourd'hui, on peut dire oui, nous allons intensifier le plaidoyer avec vous. Mais au-delà, avec nous Trafigura, avons un plan de relance avec Trafigura, avec Orion, avec Glencore. Mais au-delà, nous avons un plan de relance qui peut permettre le décollage de notre économie. Alors, le FMI vous demande d'alléger votre dette, mais il vous demande aussi de lutter plus efficacement contre la corruption. Concrètement, qu'est-ce que vous faites sur le terrain de la bonne gouvernance? D'importantes réformes ont été entreprises dans la mobilisation et la gestion rationnelle des ressources financières, des ressources fiscales, des ressources douanières. D'importantes réformes ont été entreprises dans l'amélioration du climat des affaires, dans la lutte contre la corruption. Nous avions déjà une loi et des organes anticorruption. Aujourd'hui, nous avons réformé tous ces organes anticorruption au point d'avoir la haute autorité de lutte contre la corruption, dont les animateurs ont été nommés et recrutés sur la base d'un appel d'offres, un appel à candidature, sur la base des critères bien définis d'appel à candidature qui ont fait que nous ayons sélectionné les meilleurs pour animer ces organes. La loi anticorruption qui existait déjà est en pleine réforme en intégrant les observations du Fonds monétaire international. Alors parmi les personnes pointées par l'ONG Global Witness
promesses pour d'éventuels détournements d'argent public. Il y a Denis Christel Sassou Nguesso, le fils du chef de l'État. Or, cet ancien haut cadre pétrolier de la SNPC, la Société nationale des pétroles congolais, vient de devenir ministre. Il est même avec vous en ce moment en délégation à Paris. Est-ce que cette nomination ne risque pas de compliquer vos relations avec les bailleurs de fonds et avec vos partenaires? Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens des événements et les petits esprits des personnes. Cela dit, M. Boisbouvier, en dehors de la surenchère médiatique, nous n'avons connaissance d'aucune procédure judiciaire engagée contre notre patriote Denis Christel Sassou Nguesso. Aucune. Et lorsque nous serons saisis des procédures de ce genre, nous saurons comment effectivement, en vertu des dispositions de notre Constitution, notamment l'article 10 de la loi 25/2018 qui assure la protection et l'assistance des ressortissants congolais au nom de la protection diplomatique des ressortissants congolais à l'étranger, nous verrons comment l'État assistera notre compatriote au cas où des procédures auraient été engagées contre lui. Mais pour le moment, nous n'avons aucune procédure engagée contre lui. Et sans doute, les gens savent bien que tout ce qui se fait n'est que de la surenchère politicienne. Si les relations ne sont pas toujours bonnes depuis quelques années entre le Congo et la France, c'est notamment depuis l'arrestation il y a 5 ans de 2 figures de l'opposition, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi-Salissa. Depuis 2 ans, le ministre français Jean-Yves Le Drian vous demande de faire un geste à leur égard. Qu'est-ce que vous avez répondu sur ce point cette semaine aux autorités françaises? Les autorités françaises ne nous ont pas posé ce problème. Sans doute parce que savent-elles que c'est un problème qui n'a plus aucun intérêt. Parce que, comme en France, il y a des hommes politiques qui font l'objet de poursuites. Il y a des candidats à la présidentielle qui font l'objet de poursuites, qui sont jugés, qui sont condamnés. Et ça n'a jamais été pris pour des procès politiques. Bien entendu, nos compatriotes ont été poursuivis, condamnés. Bien entendu, le rêve de tout le monde est de voir ces patriotes en liberté. Parce que la liberté, c'est la règle. La détention, c'est l'exception. Bien entendu, on arrivera certainement un jour à ce que nos compatriotes recouvrent leur liberté. Mais pensez-vous que c'est à coup de chants de sirène, à coup d'agitation internationale? Non. Le Congo a une expérience des compatriotes qui ont été jugés, condamnés et qui ont bénéficié des dispositions bienveillantes de l'amnistie du peuple. Nous pensons que cela aussi, à défaut de les laisser à purger leur peine jusqu'au bout, bénéficieront. Le moment venu, lorsque le peuple, au nom duquel est rendue la décision de justice, lorsque le peuple trouvera que le temps est arrivé pour faire bénéficier des dispositions bienveillantes de l'amnistie à ses compatriotes, le peuple agira en conséquence par le biais de ses représentants qui sont élus au suffrage universel. Mokoko et Okombi-Salissa sont en prison depuis 5 ans. Comme ils ont été condamnés à 20 ans de prison, ils risquent de rester en prison jusqu'en 2036. Quand on vous écoute, ils sortiront avant, c'est ça? Mais le peuple déterminera le moment auquel il pourra leur faire bénéficier des dispositions bienveillantes d'amnistie. C'est possible, il n'y a aucun mal à cela. Nous avons eu paix à son âme le Premier ministre Bernard Kolela qui avait été jugé par contumace, condamné, mais qui est bien rentré dans son pays un moment à bénéficier de l'amnistie. Amnistie sans condition, ce serait possible? Sans poser de conditions aux 2 prisonniers actuels? Mais lorsque le peuple accorde l'amnistie, c'est lui qui détermine les modalités, le temps et le moyen. Il n'est pas question d'exiger des conditions, il faut simplement... Non, je vous pose la question parce que vous disiez il y a quelques jours sur TV5 Monde qu'avant une éventuelle amnistie, il faudrait que M. Mokoko et Okombi-Salissa fassent un acte de contrition. Or, vous le savez, tous 2 estiment qu'ils n'ont rien à se reprocher et qu'ils ne sont en prison que pour des raisons politiques. Vous savez ce qu'un acte de contrition? C'est le repentir. C'est la reconnaissance morale, intérieure, du mal qu'on a fait et la volonté qu'on a de regretter ne serait-ce que ce mal. Or, vous dites, certainement à raison, que M. Mokoko, M. Okombi ne reconnaissent n'avoir fait aucun mal. Faut-il encore qu'ils reconnaissent demain que le peuple leur accorde le droit d'amnistie et qu'ils puissent y accéder? Parce qu'ils diront, nous n'avons pas besoin d'être amnistiés puisque nous n'avons fait aucun mal. À quoi va servir l'amnistie? Il faut craindre qu'on arrive aussi devant cette situation. Donc une solution peut être envisagée avec leurs avocats. C'est à eux de regarder. Nous ne voyons pas qu'est-ce que nous avons encore à dire. Je vous ai dit que les grands esprits discutent des idées. Voyez-vous, M. Boisbouvier, un Premier ministre, chef du gouvernement, vous pensez qu'un Premier ministre comme celui-là devrait être réduit à réfléchir au quotidien sur le sort des compatriotes qui pourraient bénéficier de leur liberté un jour à l'autre, plutôt que de s'engager à l'amélioration des conditions de vie des populations? C'est à ça que sert un Premier ministre. Il s'occupe de l'intendance, des conditions économiques et sociales du pays, de l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes, en mettant en œuvre le projet de société du président de la République, en cherchant à rétablir les équilibres macroéconomiques, en investissant dans l'agriculture, en diversifiant dans l'économie, en réduisant les importations des produits alimentaires, en faisant en sorte que nous puissions davantage exporter les produits manufacturés pour garantir l'employabilité de nos jeunes, avoir plus d'emplois, faire en sorte que nous investissions dans l'éducation, dans la santé. C'est ce à quoi je m'occupe en ce moment. Cela ne veut pas dire que je n'ai aucune compassion pour mes compatriotes qui sont privés de liberté.
nous travaillerons pour que tous les Congolais, où qu'ils soient, puissent bénéficier de leur liberté, jouir de leur liberté, d'aller et de venir puisqu'ils l'ont jusqu'aujourd'hui. Mais simplement que ceux qui auront été condamnés pour des raisons, des crimes de droit commun, des délits de droit commun, s'engagent à ne plus revenir sur les lieux de leurs crimes, que ce soit sur la corruption, que ce soit sur l'atteinte à des personnes physiques, morales, l'atteinte à l'intégrité physique et morale des personnes, que ce soit sur des infractions de quelque nature que ce soit, ou encore des violations simplement de valeurs morales, qu'à partir d'aujourd'hui, nous tournons le dos au passé et que nous nous engageons à construire notre pays. C'est ce à quoi je m'emploie. Vous le disiez il y a quelques minutes, l'une des causes du malentendu de ces dernières années entre Brazzaville et Paris, c'est le fait que le président Sassou Nguesso cumule à présent 37 ans de pouvoir. Souvent, pour justifier une telle longévité, le président invoque l'exemple de la chancelière allemande, Angela Merkel. Mais après 16 ans de pouvoir, il se trouve qu'elle s'en va. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi pour le président Sassou Nguesso de penser lui aussi à sa retraite et de dire, eh bien, ce 4e mandat sera mon dernier mandat? La volonté populaire n'est pas la volonté des individus que nous sommes. Si le peuple voulait que Sassou Nguesso puisse partir, le peuple n'aurait pas voté pour lui. Deuxièmement, vous avez parlé d'Angela Merkel, mais on avait dépassé cet exemple. Je vous ai pris l'exemple du président Roosevelt. Que serions-nous devenus face à une crise sanitaire qui a sévi un peu partout si on n'avait pas l'expérience de Denis Sassou Nguesso pour la gestion de cette crise, ce qui fait que le Congo n'est pas aussi frappé que les autres pays? Que serions-nous devenus alors que ça bouge en Centrafrique, ça bouge au Tchad, ça bouge en RDC, ça bouge un peu partout, si on n'avait pas l'expérience de Denis Sassou Nguesso qui, par sa sagesse, par sa volonté de dialogue, réussit à contenir des crises? En 2026, le président aura cumulé 42 ans de pouvoir. Est-ce qu'il ne sera pas temps de passer la main? Nous savons simplement qu'il y a autour de nous des présidents qui auront passé autant de temps, sinon presque le même temps. Mais ils ne font pas l'objet d'autant de surenchères démagogiques. Au Cameroun, beaucoup de gens dissertent sur la longévité exceptionnelle de Paul Biya et disent qu'il serait temps qu'il passe la main, lui aussi. C'est justement pour cette raison que notre peuple se dit, nous l'avons pour faire face aux crises que nous connaissons actuellement. C'est le plus important pour notre peuple. Ils ne veulent pas d'un saut dans l'inconnu. Ils ont besoin de continuer à profiter, à capitaliser l'expérience, la sagesse de ce grand homme d'État. Sur une génération, on n'en a pas toujours nombreux, des hommes d'exception. Est-ce qu'en 2026, Denis Christel Sassou Nguesso pourrait être un bon candidat? Comme tous les autres Congolais, Denis Christel Sassou Nguesso n'est pas seul. La Constitution de notre pays donne le droit à tout citoyen congolais d'accéder à la présidence de la République. Au risque que l'on parle de succession dynastique? Je ne sais pas s'il y a une succession dynastique par le biais des élections. Et encore, faudrait bien que vous sachiez que la question n'est même pas encore à l'ordre du jour. Le mandat de Denis Sassou Nguesso vient de commencer. Je suis à 3 mois de mon exercice en tant que Premier ministre chef du gouvernement. Comment pouvez-vous nous parler déjà de la succession de 2 militaires? Anatole Collinet-Macron. Et d'ailleurs, je vous fais passer, après ce langage hésitant au monocorde de Collinet-Macron, et suivez la réplique de l'opposition par la voix de Clément Mirassa. La radio des droits de l'homme, regard sur les médias. Vous suivez Regard sur les médias, Radio France Internationale, RFI. Clément Mirassa, bonjour. Bonjour. Le Premier ministre annonce que le déblocage de la 2e tranche de financement du FMI pour votre pays est en bonne voie. Est-ce que vous vous en réjouissez? On ne peut pas s'en réjouir parce que le Congo va mal, très mal. Le gouvernement a signé un programme avec le Fonds monétaire le 11 juillet 2019. Et c'est curieux, 6 mois après, ils n'ont pas pu respecter les engagements qui ont été pris. Et depuis 2019 jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule tranche qui a été débloquée. Le FMI reproche à votre pays d'être trop endetté, mais justement, la dette est en train de baisser, dit le Premier ministre. Elle est passée en dessous des 100% du PIB. Ça nous fait sourire parce qu'en 2010, le Congo atteint le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés qui avait permis de ramener cette dette à près de 25% du produit intérieur brut. Et ça avait ouvert la voie à de très belles perspectives du développement du Congo. Et les Congolais ont été surpris en dépit de l'embellie financière qui a permis à ce pays pendant près de 10 ans d'engranger près de 30 000 milliards de francs CFA, de se retrouver avec une dette abyssale qui ne s'explique pas du tout. Et lorsque le Premier ministre dit que ça baisse, mais il faut reconnaître déjà qu'elle est supérieure à la norme communautaire qui est
supérieure de 70%. Et ensuite, elle est véritablement énorme et les Congolais n'en comprennent véritablement pas l'origine. C'est un véritable problème qui a plongé le pays dans cette crise que nous connaissons et que nous vivons actuellement. Et si la Chine et les traders pétroliers acceptent de rééchelonner la dette, est-ce que celle-ci ne va pas baisser tout de même? Celle-ci va baisser, mais le problème, la crainte, même si on négocie avec la Chine et avec les traders, c'est que ça reprenne dans l'impunité totale. Parce que vous savez bien, et RFI avait bien révélé ça, qu'il y a eu un problème de dette cachée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mauvaise gouvernance, ça veut dire manque de transparence que l'on connaît maintenant. Vous parlez mauvaise gouvernance. Pour répondre aux attentes du FMI, le Premier ministre annonce une réforme de la loi anticorruption. Est-ce que ce n'est pas un point positif? Ça me fait sourire. Mais sur le terrain, il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, les dossiers sont extrêmement nombreux. Parler de la loi, etc., c'est des tergiversations. L'Amir Nguele, en tant que président de la Commission nationale de lutte contre la corruption, a mis au point un certain nombre de dossiers qui ne demandaient qu'à être transmis au niveau de la justice. Parmi les personnes mises en cause, il y en a qui sont au gouvernement. Alors qu'on ne nous dise pas que c'est la loi. Et il faut qu'il explique pourquoi maintenant, le Congo n'arrive pratiquement plus à lutter et à s'attaquer à ces problèmes-là. Et aujourd'hui, les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers au Congo, ils sont en liberté, ils ne sont pas inquiétés et on ne se soucie pas de la souffrance du peuple congolais. Il y a tout de même la mise en place de cette haute autorité de lutte contre la corruption avec à sa tête des personnalités qui sont recrutées sur appel à candidature. Mais ce n'est pas les structures qui manquent au Congo pour mener la lutte contre la corruption. Nous avons des organes de contrôle, nous avons l'inspection générale d'État, nous avons l'inspection générale des finances. Les scandales, ils sont connus. Je vous prends un exemple, M. Boisbouvier. Vous savez, le président Denis Sassou Nguesso a déclaré en 2006, devant le Parlement réuni en congrès, que nous dégagions des excédents et que ces excédents étaient déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale et qu'aucun franc ne serait retiré sans loi rectificative. Il avait pris l'engagement qu'un audit de ce compte serait fait chaque année et rendu public. De 2006 à 2021, il y a 15 ans où il n'y a aucun audit qui a été réalisé. À propos de la corruption, beaucoup protestent contre l'entrée au gouvernement de Denis Christel Sassou Nguesso, le fils du chef de l'État, car il est pointé notamment par Global Witness. Mais le Premier ministre réplique qu'il n'y a aucune procédure judiciaire contre Denis Christel Sassou Nguesso. Est-ce qu'il n'a pas raison? Mais qui doit lancer la procédure judiciaire? Je ne veux pas épingler de façon particulière le fils du président, mais il faut reconnaître que le fils du président est baigné dans beaucoup de dossiers sulfureux. Je vous en cite un. Monde Afrique a révélé en mai 2018 que les Panama Papers avaient publié une liste de 6 Congolais. Je sais que le fils du président fait partie, qui détiennent dans les paradis fiscaux 5 500 milliards de francs CFA. Est-ce qu'un pays en crise comme le Congo peut rester silencieux devant une telle information? Il faut ouvrir une information. Et vous savez bien que, s'agissant du fils du président, je n'ai pas une attention particulière sur lui. Mais présentement, il y a un dossier aux États-Unis sur un appartement à Miami ou je ne sais quoi. L'étude qui a été publiée par Global Witness, il y a des révélations extrêmement troublantes. Prenez l'exemple de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a monté une purge anticorruption et en 2 ans, de 2017 à 2019, 93 milliards d'euros ont pu être récupérés. L'Angola, à côté de nous, en 2019, rien que dans la lutte anticorruption, a récupéré 5 milliards de dollars. Comment vous expliquez qu'au Congo, même quand on fait le budget et la loi rectificative des finances 2021, il n'y a aucune ligne où on peut penser qu'on peut récupérer de l'argent à partir de la corruption? Les dossiers, ils sont connus. Quand on demande aux autorités si l'entrée de Denis Christel Sassou Nguesso au gouvernement est une façon de le mettre en piste pour une prochaine élection présidentielle, celles-ci répondent « Après tout, c'est un citoyen comme un autre, on ne peut rien préjuger pour l'avenir ». Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, de ce point de vue, ils ont raison, c'est un citoyen comme tous les autres. Sauf que nul n'est au-dessus de la loi. Et demain, qu'est-ce qui va se passer? On risque d'avoir à la tête de ce pays, coup d'État ou quoi, quelqu'un sur qui pèse de gros soupçons. Moi, je suis d'accord pour qu'on dise que c'est un citoyen comme tous les autres, mais j'ajoute, s'il y a des dossiers qui pèsent sur lui, il doit passer à la justice et il doit en répondre comme tous les autres Congolais. Donc voilà un peu mon point de vue là-dessus. Oui, le président Sassou Nguesso cumule
cumule 37 ans de pouvoir, mais c'est une bonne chose pour le Congo car il faut un homme d'expérience pour affronter les crises actuelles, dit le Premier ministre. Mais malheureusement, le Premier ministre ne dit pas qu'au bout de 37 ans de pouvoir, le président Sassou a plongé le pays dans une crise indescriptible. Aujourd'hui, les retraités sont à pratiquement 3 ans de retard de pension. Les étudiants, les boursiers, ils ont pratiquement 3 ans d'arriérés de bourse. Les services sociaux ne marchent pas. Non, je crois qu'il y a un problème de conservation du pouvoir parce que les gouvernants ont peur de rendre compte. On a souvent dit que le président Sassou devait faire le choix de sortir par la grande porte. Et malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que le pays est dans une crise indescriptible. Voilà 5 ans que vos camarades d'opposition, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi-Salissa, sont en prison. Mais on arrivera un jour à ce qu'ils recouvrent leur liberté, affirme le Premier ministre Anatole Collinet-Makosso. Oui, moi je dois dire une chose. Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi-Salissa sont 2 prisonniers politiques. Ils ont été 2 candidats à l'élection présidentielle de 2016 et ils n'en ont jamais reconnu les résultats. Et je peux vous rappeler que dans une interview qu'il a accordée à RFI, le président Guy Brice Parfait Kolela, que Dieu ait son âme, avait clairement déclaré qu'en 2016, c'est Jean-Marie Michel Mokoko et lui qui devait aller au 2e tour. Mais vous savez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé au pool et ce que l'on reproche à Jean-Marie Michel Mokoko, je ne sais pas s'il y a une commune mesure. Mais j'ajoute ceci. Courant 2018, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a bien reconnu que la détention de Jean-Marie Michel Mokoko et de André Okombi-Salissa était arbitraire et a appelé les autorités congolaises à leur remise en liberté immédiate. Alors, nous ne comprenons pas pourquoi on parle d'acte de contrition, parce que la seule faute qu'ils peuvent se reconnaître, c'est d'avoir été candidats, c'est d'avoir eu les résultats qu'ils ont eus, et je ne crois pas que ça devrait les amener à faire un acte de contrition, parce qu'ils ne se reprochent absolument rien. La petite phrase du Premier ministre disant qu'on arrivera un jour à ce qu'ils recouvrent leur liberté, est-ce pour vous un signe d'ouverture ou pas ? Non, je ne crois pas, parce que s'il y avait ouverture, l'ouverture devrait être faite. Pourquoi le régime du président Sassou a pu prendre des mesures de réconciliation, d'apaisement à l'endroit du pasteur Ntoumi et pourquoi il ne les prendrait pas à l'endroit de Jean-Marie Michel Mokoko et d'André Okombi-Salissa. Et nous osons espérer que le gouvernement accordera une attention particulière à cette situation et qu'on trouvera bien une situation à cela. Clément Miera. Alors, donc, après avoir suivi ça, donc vous pouvez maintenant suivre notre témoin du jour. Et sachez que la 11e partie sera consacrée à l'audition, la première partie de l'audition du colonel Marcel Nsourou. Parce que vous l'avez suivi, c'était une confrontation avec le sergent normal, c'était donc la partie 9. Et la partie 11, nous allons vous faire passer le colonel Marcel Nsourou. Donc soyez nombreux à le suivre. Merci beaucoup. Et je pense que à la fin, je vous montre cette balade que je viens de faire, parce que je voulais écouter les morceaux que Ndoyenga Bakana m'a envoyés. En fait, c'est un artiste qui venait déposer ses morceaux qui passaient souvent à Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Et il m'a contacté par l'intermédiaire de Fernand Dalla, par l'intermédiaire de Youth Band, que je salue d'ailleurs, qui est l'un des grands griots combattants résistants qui se bat justement pour la vérité, pour le respect des principes, pour l'égalité, pour la justice au Congo. Voilà, donc j'en profite justement pour faire cette balade et écouter les chansons de Ndoyenga Bakana que je vous fais d'ailleurs aussi profiter. Alors donc je vous remercie, donc à bientôt pour la 11e partie qui sera consacrée au colonel Marcel Nsourou, que vous écouterez. Merci. Je vous souhaite un bon week-end
et surtout une bonne rentrée scolaire pour tous les enfants. Et pour les universitaires, je sais que c'est encore un peu... C'est dans les prochaines semaines, mais on en profite pour souhaiter une bonne rentrée scolaire à nos enfants qui, demain, c'est l'avenir de notre pays. Allez, au revoir. Vous êtes de nationalité congolaise. Vous avez quel âge? 26 ans. 26 ans. 26 ans. Monsieur Bafouanchouni. Monsieur le Président. Vous avez réalisé la traversée? Oui, le 5 mai. Et qui était votre chef de famille? Le disparu Mokoko Biavanga Christian. On est arrivé au beach de Brazzaville le 5 mai. On est accueilli par des autorités civiles et militaires. Comme on était enregistré en EADC par famille, la liste a été remise aux autorités civiles par les agents de HCR. Nous étions 4, tous des hommes. Vous étiez 4. Mokoko Biavanga Christian. Mokoko, le feu Mokoko Bukaka Bilidies. Mokoko Vivities. Il y avait Bafouanchouni William. Et notre cadet Mokoko Bemba Herbert Lidéric. On était en train de causer. Le militaire qui était à 3 mètres de là où on était m'a interpellé. Monsieur, venez ici. Je suis parti et il m'a dit ceci. Reste à côté de moi. Je suis resté à côté de lui. Les autorités civiles ont continué à appeler et ils ont appelé la famille Mokoko. Comme c'était écrit, la famille Mokoko, 4 personnes. Ils ont vu que mes 3 frères. Ils ont dit, oh, mais où se trouve le 4e? C'est bien marqué, 4 personnes. Mes frères ont répondu, il est là-bas à côté du militaire. Mais qu'est-ce que tu fais là? Reviens ici. J'ai rejoint mes frères. On a fini, et ils ont fini plutôt de faire l'appel par famille et ils nous ont laissés. On s'approchait, je ne sais pas si je peux dire, salon d'attente du port ATC. Nous voulons arriver au géol de la garde républicaine. D'accord. Où vous êtes resté. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Nous sommes arrêtés au beach. On est resté, moi et mon frère disparu, Mokoko Christian, jusqu'à 19h. Et dans la salle où on était, il y avait des autorités civiles. Ils nous ont dit ceci. Vous êtes des hommes. N'ayez pas peur. Il n'y aura rien. On va juste vous questionner parce que vous revenez de l'autre côté. Vous avez subi, vous avez vécu. Disons, dans le bus, on nous a entassés comme des poissons salés. Ils se sont assis sur nous. Il y a un véhicule qui nous suivait, une Vitara bleue. À l'intérieur, un officier, je ne sais pas si de l'armée ou de police, il avait une tenue bleue. Le bus s'est arrêté. Les militaires sont sortis. Ils lui ont dit ceci. Si tu es colonel, fais attention. Parce que la guerre cherche des braves.
Donc, si ton fils est à l'intérieur, ce n'est pas notre problème. Si tu nous suis encore, on va te tuer. Le colonel a pleuré. Et on l'avait laissé là, nous avons continué. Jusqu'à arriver au palais présidentiel qui se trouve au plateau. On n'est pas rentré dans le palais présidentiel, mais il y a un bâtiment où auparavant se trouvaient les portraits des anciens présidents. On est arrivé là-bas, on nous a fait descendre et on nous a dit de courir, de vite rentrer, et on nous donnait des coups de pied, des coups de poing, et on nous ravissait les sacs. On est rentré à l'intérieur, il n'y avait même pas une bougie, pas d'électricité. Les sacs partaient à gauche, à droite plutôt, nous partions à gauche. Arrivé, il y avait juste un petit couloir, et ce couloir avait deux portes, une porte à droite, une porte à gauche. Nous sommes rentrés à droite. Nous sommes rentrés et on a trouvé 4 personnes à l'intérieur. Après, le deuxième groupe arriva. C'est là où est arrivé mon frère. Lui, il me dira qu'ils étaient transportés dans un bahut de militaires et on les fouettait. Il m'a dit, écoute, il ne faut pas pleurer, on va sortir, il n'y a rien, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas avoir peur, on va sortir. Les 4 personnes qu'on avait trouvées là-bas, parmi les 4 personnes, il y avait un petit de 12 ans. Il y avait un petit de 12 ans, il avait des marques au dos. Il était torse nu avec une petite culotte bleue. Comment s'appelait-il? Il avait un nom? Non. Vous n'avez retenu que son âge? Oui. Il y avait un monsieur, parmi les 4, qui nous disait, écoutez, ça ne sert pas de paniquer, restez calme. Nous aussi, on est là, ça fait des mois, on n'a pas que les 4 étaient là. Oui. Vous êtes arrivé au mois de mai. Mercredi le 5. Le caporal Ondongo. C'est celui-là qui s'occupait, disons, de nous. Il est venu, il est rentré, il nous a dit, écoutez, vous allez passer au questionnaire, on va vous entendre. Ceux qui savent quelque chose pourront nous aider. Ceux qui ne savent rien pourront partir. Mais attention, ne jouez pas au petit malin. Il a fermé la porte, il est parti. Le lendemain, donc jeudi 6 mai, le matin, on n'entendait que de militaires parler. Après, on se demandait, mais à quand quand est-ce qu'ils vont nous questionner? On est resté jusqu'à 17h. Le caporal revient. Le caporal nous a dit, écoutez, rien ne va se passer, ayez courage, vous êtes des hommes, on va vous questionner et vous allez partir chez vous. Le vendredi, même chose. Il vient, il nous remonte le moral, il est parti. Lorsqu'il venait, les soldats qui traînaient aux alentours, quand il rentrait dans la salle, il faisait ce qu'il voulait. Il nous donnait des coups, il nous giflait et on nous photographiait aussi. Le samedi, vers 10h, le caporal est venu, il a ouvert la porte et il nous a dit, bon, écoutez, je viendrai prendre 2 ou 3 personnes pour monter avec moi, premier niveau, on va vous questionner.
Arrivé au premier niveau, on ne nous questionnait pas, c'était un long couloir, on partait au fond, face au mur. Quelques minutes après, il nous dit de se retourner et nous repartions dans la pièce où on était enfermés. Dimanche, le 9 mai, l'endroit était sinistre et on avait peur. On s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, il y a la garde, on entend quand même du bruit, mais on n'entend absolument rien. Qu'est-ce qui se passe? Soudainement, vers les après-midi, un groupe de militaires arrive vers la grille dans la salle où on était. Ils nous ont dit, alors vous les ninjas, vous avez tué nos sœurs à Bilolo, à l'académie, vous êtes arrivés même jusqu'en Combo, vous avez brûlé les maisons là-bas. Aujourd'hui, on va tous vous tuer. L'un parmi eux a pointé le PA qu'il avait dans la pièce, dans la salle où on était. On a paniqué. Les autres ont dit, non, il ne peut pas tirer, comme les chefs ne sont pas là, il ne peut pas tirer. Il est parti. Vous étiez au moins combien dans cette salle? La cinquantaine. La cinquantaine? Oui. Arrivé, il est parti. Au moins de 2 minutes, il est revenu et il a tiré dans la pièce où on était. Après, il est parti. Il y avait un silence de mort. Il a tiré en l'air ou il a tiré? Il a tiré, il a pointé, il a tiré. On est resté pendant 2 minutes. Personne ne parlait. Et après, l'un parmi nous commençait à se tordre de douleur. C'est ce monsieur qui était blessé à la cuisse. Oui, comment vous avez été, vous êtes rescapé, hein, vous êtes arrivé à sortir de là comment? Le lundi 10 mai, 12h, pratiquement 13h, un capitaine que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais connu, arrive dans la salle. Il ouvre la salle, il rentre. Christian, c'est mon frère. J'ai paniqué. Mon coco Christian, j'ai répondu, il n'est pas là. Il est où? Toi c'est qui? J'ai dit, je suis son frère. Il m'a appelé. Il est où ton frère? Je lui ai dit, on les a déplacés. Le caporal nous avait dit qu'ils sont partis au premier niveau. Il est parti au premier niveau. Il est revenu. Il m'a dit, allons-y. Il avait un Hilux rouge. Je ne connais pas la marque. Il est rentré dans la cabine. Il avait ses éléments. On m'a dit d'être allongé derrière, de ne pas regarder. Et c'est là où je suis sorti. Il m'a déposé. Il vous a déposé où? À Mungali. Un capitaine? Oui. Comment il s'appelle? Bon, là, il faut que... Mais il faut faire un effort quand même. Pour que votre version ait un peu de crédit, il faut que vous nous donniez quand même quelques noms. Je vous ai dit... il faut que vous nous donniez... Monsieur le Président. Attendez. Silence dans la salle. Silence. Pour que nous disions, pour que votre récit, à la fois pathétique et émouvant, ait un peu de crédit, il faut que vous nous donniez quand même... Et de la cinquantaine que vous êtes, et que vous étiez dans cette salle, il n'y a que vous le seul rescapé. Non. Bon, qui d'autre de la cinquantaine est rescapé? Il y avait le neveu de M. Mitsonsa,
Comment on l'appelle? Misonza Bartel, je crois bien. Et vous le rencontrez toujours? Une fois seulement après la sortie. C'est là où j'avais su qu'il était rescapé. Lui également, il avait effectué la traversée avec vous? Oui, puisqu'il était dans la même pièce que moi. Bon, il y a un certain Habib, mais que j'ignore le nom. Monsieur le Président, oui. Je voulais dire ceci. Oui. J'étais enfermé. Oui. Si le capitaine était venu me chercher, ce que les parents avaient fait des démarches. Ah, d'accord. Donc vos parents connaissent très bien ce capitaine qui est venu vous chercher. Mais enfin, vivant? Il est là, l'oncle est là dans la salle. C'est lui qui a donné de l'argent à un capitaine pour que l'on puisse vous sortir. Oui. Il connaît bien ce capitaine. Il est dans la salle. D'accord. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM 105.8. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Impanda kabala ba Congo, kenatuka kwa beto. Impanda kabala ba Congo. Makesa tutela munwana ngita, makesa tutela manga kutwa baka ndungunu. Impanda kya bala ba Congo, ndungunu yena mumoko meto. Mes chers compatriotes, la révolution démocratique a besoin d'un peuple convaincu et non d'un peuple vaincu et soumis. N'oubliez surtout pas, une jeunesse mobilisée est une puissance dangereuse qui effraie même les bombes atomiques. Voilà pourquoi mieux vaut un pas avec le peuple que 10 pas sans le peuple. Ipanda ya bana ya Congo, ekuta na bisomboko. Ipanda ya bana ya Congo, ezalima maboko na biso. Moninga telema tokende etumba, moninga telema potolonga. Lipanda ya bana ya Congo, ezalima maboko na biso.
Peuple congolais, ni la Bible ni le Coran n'ont jamais pu réconcilier le riche et le pauvre. L'esclave qui n'est pas donc capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Yango wana ndwenga bakana lobi, ataliwa, atamunyoko, tonji makokufa pona yeko. Ipanda ya bana ya Kongo, yakena beto mosi. Ipanda ya bana ya Kongo, ununga kena mabokwa beto. Bangitela beto nwana, bangitela masamu beto nunga. Lipanda ya bana ya Kongo, ununga kena mabokwa beto. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Ndwenga Bakana, le griot de la raison et de la cause nationale. Mes chers amis, la vie finit toujours par mettre les gens à leur place et faire payer ses erreurs. Cela veut dire les Prosassou, vous allez payer. Atandele, pouvoir ya sasu e kokweya. Atandele, baningana lobi e kosila. Atandele, pouvoir ya sasu e kokweya. Atandele, baningana lobi e kosila. Maloba na ngai nganga, soki tembe, qui vivra verra. Maloba na mokili, likambo ezalaka na ngonga nango. Ezalaka na yebandeli baninga na ngai pe suka. Oyo nyonso bozali kosala na bana ya Kongo. Bokosana te baninga suka bokofuta. Oyo nyonso bozali kosala na bana ya le sud. Il y a jamais ce que l'on dit tous fait ici-bas. Bozwanda kisa ya Afghanistan na bataliban. Tango tozali koloba ba Afghanistan bakengi mboka. Atandele baninga na ngai kokofuta. Nalubi yango nango bamboshi ya sasu kokofuta. Atandele pouvoir ya sasu e kokweya. Atandele baninga na lobi e kosila. Atandele pouvoir ya sasu e kokweya. Atandele baninga na lobi e kosila. Baninga na ngai koyoka oyonga ina koloba. Tango nazalaki mwana modele na yekolaki na kilasi. Quand on passeur dans la vie ne fait du mal à personne, car la vie est un peuple de béni. L'homme à qui tu fais du mal au jour d'aujourd'hui pourrait se retrouver sur ton chemin le jour d'après. Aujourd'hui pour toi, demain ça sera pour moi. Les loyaux, nanga lobbyanga. Tango mécanisate, les disparus du beach. Naina miso montoa yoka ngaite. Tango natanisaka le génocide du foule. Frère, non croyez-moi, attendez-les, bokofuta. Attendez-les, pouvoir ya sasu e kokweya. Attendez-les, baninga na lobi e kosila. Attendez-les, pouvoir ya sasu e kokweya. Attendez-les, baninga na lobi e kosila. Je temporise, mais rien ne lui échappe. Tout se paye un jour, qui que vous soyez. Les gros Sassou, les mochus de Sassou, écoutez-moi bien. Mokolo yango, mokoluka mapapu foko pour moi. Mais kozala nango te. Balobaka sokoloni malamu, kokoboka malamu. Sokoloni mabe, kokoboka nde mabe. Yango wana, nalobi. Bakana, le griot de la raison et de la cause nationale. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours à se lever. Attendez-les, pouvoir ya sasu e kokweya. Attendez-les, baninga na lobi e kosila.
atandele baningana lobi ekosila. Senhor que vai